Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour poursuivre notre dialogue autour de l'actualité, pour éclairer évidemment ce qui se passe avec vos connaissances de philosophe. On va commencer, Michel, aujourd'hui par la drôle d'adoption par l'Assemblée nationale du budget de la sécurité sociale, avec une courte majorité certes, mais des députés de droite qui ont voté un budget largement inspiré par les socialistes, avec notamment la suspension de la réforme des retraites. Que vous inspirent ces contorsions du Parlement qui doit maintenant se pencher sur le budget de l'État sans accepter la moindre piste pour se réformer ou trouver des économies? Petit cadeau de Noël avant l'heure pour vous, Michel. On entendra le général de Gaulle parler de la dette. À l'époque, c'était en 1966 et croyez-moi, on n'en était pas au même point qu'aujourd'hui. Un an après la réouverture de Notre-Dame de Paris, resplendissante après ses 5 ans de rénovation, le bilan est impressionnant. Les touristes se pressent en masse pour la visiter. 11 millions de visiteurs en une année. Affluence record, même s'il reste encore beaucoup de fonds à lever pour achever les travaux. On évoquera la polémique autour des vitraux modernes créés par l'artiste Claire Tabouret. Ils vont remplacer une partie des vitraux anciens de Viollet-le-Duc. La réouverture des maisons closes, c'est le Rassemblement national qui prépare une proposition de loi visant à réautoriser ces lieux de prostitution alors qu'elles ont été fermées il y a 80 ans. Jean-Philippe Tanguy souhaite des lieux tenus par les prostituées elles-mêmes en mode coopératif pour lutter contre leur marginalité et les conditions parfois atroces dans lesquelles elles se retrouvent. Je crois que cette idée vous révolte. Vous nous expliquerez pourquoi. Enfin, le point philo. Jean-Paul Sartre, pour son livre sur l'existentialisme est un humanisme. Sartre a exercé, dites-vous, un magistère idéologique sur le XXe siècle avec cette notion d'existentialisme. Il reste le maître à penser de la génération woke. Pour quelles raisons ? On attend vos explications dans Face à Michel Onfray. C'est parti pour aujourd'hui, mon cher Michel. Un petit mot sur le budget, l'adoption un peu chaotique de ce budget de la sécurité sociale, avec un compromis négocié par Sébastien Lecornu. Il devient maître dans l'art du compromis. Et alors, c'est le paradoxe absolu de députés LR qui votent pour ce budget qui prévoit la suspension de la réforme de retraite, qui est un totem de la droite. Qu'est-ce que vous pensez à tout ce qui se passe, mon cher Michel, aujourd'hui ? D'abord, ça confirme mes hypothèses et celles des souverainistes. J'ai entendu votre émission l'autre jour avec Philippe de Villiers, qui est le seul à dire, fort justement d'ailleurs, que si on ne sort pas de l'Europe de Maastricht, on ne pourra rien faire. On n'a pas la possibilité d'agir. On n'a pas la possibilité de faire de la politique si on ne dispose pas soi-même des moyens d'agir. Donc là, on voit que tous ceux qui défendent Maastricht sont tous copains comme cochons, globalement. C'est-à-dire que je me perds dans leur nom. D'ailleurs, les républicains qui sont théoriquement gaullistes ne savent plus ce que c'est que le gaullisme depuis bien longtemps, depuis que Chirac a détruit le gaullisme, pendant que les socialistes votent avec eux, enfin tout ce monde-là dit restons au pouvoir, c'est ça qui nous intéresse. On a le pire du parlementarisme. C'est-à-dire on avait des grandes doctrines de la part de M. Lecornu qui nous expliquait que L'Oréal étant ce qu'il était, il fallait redonner au Parlement son pouvoir. Or, on ne donne pas au Parlement le pouvoir, on donne au parti le pouvoir. Et pour le coup, c'est ce que le général de Gaulle dénonçait, en disant c'est vraiment le régime des partis. Et là, c'est des petits bricolages. Tu me donnes ceci, je te donne cela. Oui, mais moi, j'ajouterais bien ça. D'accord. C'est du marchand de tapis c'est du marchandage de tapis qui permet aux socialistes de voter avec les républicains en même temps qu'avec les macronistes, etc. Et puis les autres qui disent présidentielle, qui sautent comme des cabris avec Mélenchon qui attend, Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui attendent leur sort. On se dit c'est le pire qui puisse arriver puisque chacun n'est intéressé que par les présidentielles. Emmanuel Macron a envie de rester jusqu'au bout avec un Parlement qui ne l'embête pas. Donc lui, il dit, j'allais dire toute semaine gagnée, mais c'est toujours gagné, toute journée gagnée. Lui va. C'est l'homme de ces choses-là, M. Lecornu. C'est pas du tout, comme je l'entends parfois, un gaulliste ou quelqu'un qui est dans l'esprit du général de Gaulle. C'est pas du tout ça. C'est celui qui est très exactement dans l'esprit d'avant le général de Gaulle. Le général de Gaulle, ce qu'il ne voulait pas, c'était ça. C'était des bricolages, on s'est rencontrés, tu m'as donné ceci, pour le coup, il y aura cela, etc. Et ça me fait honte, moi, parce que je veux dire, il y a une dissolution, les Français se sont exprimés, et Emmanuel Macron dit, mais exprimez-vous tant que vous voulez, pourvu que ce ne soit pas le Rassemblement national et pourvu que ce ne soit pas la France insoumise. C'est antidémocratique. Si vous voulez un mot pour juger cette affaire, c'est antidémocratique. On joue des gens qui sont minoritaires en disant qu'ils sont majoritaires. Que pèse le Parti socialiste dans l'électorat? Que pèse le Rassemblement national ou que pèse la France insoumise, par exemple?
Donc ça continue, c'est-à-dire Emmanuel Macron se moque de la démocratie, se moque des élections, il est juste désireux de rester le plus longtemps possible au pouvoir. Et ce budget qui a été voté, en tout cas pour la première partie de la sécurité sociale, celui d'État reste à venir, va évidemment continuer à creuser notre dette. On est très très loin d'avoir la moindre mesure qui nous permettrait un peu de résorber nos déficits colossaux. J'aimerais donc vous offrir cette archive du général de Gaulle, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu dans notre émission, 14 février 1966. Alors, il évoque la dette en francs, évidemment. Et évidemment, on n'est pas du tout sur les milliards qui nous assomment aujourd'hui. Écoutez le général de Gaulle. Et quant à nos dettes, qui se montaient en 1958 à 3,3 milliards de dollars, dont plus d'1 milliard de dollars à court terme, ce qui veut dire que d'un jour à l'autre, nous pouvions être en faillite. Ces dettes sont tombées à 450 millions de dollars, et encore, ce ne sont plus que des dettes à long terme. 450 millions de dollars, c'est-à-dire 12 fois moins. C'est pourquoi, dans le monde entier, il n'y a pas une seule monnaie qui soit aujourd'hui plus solide que le franc. Et dans le domaine international, nous pouvons discuter, négocier sur tous les sujets économiques, financiers, monétaires, sans que qui que ce soit ait aucune prise sur nous. Voilà où nous en sommes. Et la suite? Eh bien, la suite, elle est tracée. Elle est tracée par notre 5e plan. De celui-ci, qui a pour base de départ la stabilité acquise et qui aura pour règle de parcours la stabilité maintenue, on sait vers quoi il nous conduit. Voilà le bon sens du général de Gaulle. Il y a, évidemment, on est loin de ce discours-là aujourd'hui. Alors, il parle en dollars à un moment. Pourquoi, Michel? Parce que c'est la monnaie de ceux qui dominent. Voilà. C'est ça qui est surprenant. Il dit 3 000 dollars. Ce sont ceux qui dominent la planète, qui dominent la monnaie. Et nous n'avons plus de monnaie, nous, puisque nous avons une monnaie européenne. Donc nous n'avons plus, et je reviens à Philippe de Villiers, mais nous n'avons plus l'autonomie financière. En son temps, Jean-Pierre Chevènement parlait de monnaie commune et de monnaie unique. Je ne suis pas très doué en économie. J'apprécie d'ailleurs cette archive d'un général de Gaulle très économiste, très briefé, probablement par Jacques Rueff, qui était sa bonne âme sur ce sujet-là, ou sur ce terrain-là. Mais en fait, c'est pas une science aussi compliquée que ça, l'économie. C'est vous avez de l'argent qui rentre et vous avez de l'argent qui ressort, et il ne faut pas qu'il en ressorte plus qu'il n'en rentre. C'est aussi simple que ça. C'est un budget personnel. Chacun connaît ça chez lui. Sinon, vous êtes endetté. Et donc, il faut faire des économies. Il ne faut pas continuer à taxer. Si on veut vraiment taxer, c'est pas compliqué. Les gens qui ont de l'argent aujourd'hui, c'est pas compliqué. Hein. Vous faites fuir vos capitaux avec 3 clics. Vous n'avez même pas besoin d'avoir une valise remplie d'argent pour aller en Suisse. Vous avez la possibilité, avec 3 clics, de dire « mon argent n'est plus là ». Donc vous n'allez rien saisir du tout. Et si on fait s'effondrer la possibilité de faire rentrer de l'argent, évidemment, quand on va continuer les dépenses, ça va être problématique. Quant aux dépenses, il y a des économies qui peuvent être faites. Je pense que si on a un budget national, c'est-à-dire de se dire mais on a des paysans à aider, on a une école à sauver, on a une médecine à sauver, on a, etc., une police qu'il faudrait aider et aimer, une armée qu'il faudrait, etc., etc. On a ce genre de projet, on a ce genre de budget. Donc arrêtons de donner de l'argent un peu partout, de saupoudrer un petit peu partout, nous en faisons une guerre par-ci, soutenons une guerre par-là, allons-y pour l'aide au développement, avec cette espèce d'idée débile que si nous donnons de l'argent à la Chine va nous acheter des choses et ça va être bon pour notre balance commerciale. Enfin non, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand vous êtes dans un monde hyper-libéral ou ultra-libéral, où le marché fait la loi, voilà pourquoi je reste un homme de gauche anti-libéral, le marché ne peut pas faire la loi. Quand aujourd'hui vous avez des ouvriers chinois qui travaillent 10 heures par jour et qui sont payés 3 €, comment vous pouvez faire des produits qui vont être concurrents? Quand vous avez des magasins aujourd'hui qu'on stigmatise parce qu'ils sont chinois, en disant regardez, ça coûte rien du tout, etc. Mais quand les gens n'ont plus de pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Qu'ils aillent acheter des marques? Ils ne peuvent pas, ces gens. Donc ils achètent chinois. Pour quelle raison? Parce que les Chinois, ils sont sur le marché à des coûts beaucoup moindres que les nôtres. Donc l'économie, c'est ça. Et si on veut vraiment faire une économie nationale, mais pour ça, il faut avoir des frontières. Pour ça, il faut avoir une monnaie. Pour ça, il faut avoir une décision nationale. Ce que disait le général. Et ben voilà. Nous sommes sur CNews et sur Europe 1, dans Face à Michel Onfray. Michel, on va parler de Notre-Dame de Paris. 1 an déjà que la cathédrale a été rénovée et rendue au culte à la fois des catholiques et aux visites des touristes. Succès fou.
11 millions de visiteurs. C'est un pouvoir d'attraction qui est absolument incroyable. L'État avait d'ailleurs pensé dans un premier temps à mettre en place un système de billetterie pour ceux qui veulent juste visiter la cathédrale, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à rénover. On va écouter Philippe Jost, président de Rebâtir Notre-Dame de Paris. Il était sur Europe 1. J'ai constaté tout au long de cette aventure cette unité, cet enthousiasme, cette mobilisation de tous autour de cette aventure. Eh bien, il n'y avait pas besoin d'être croyant pour être pleinement investi. Chez tous, il y avait un amour pour Notre-Dame de Paris, qui est un monument hors du commun, qui a une âme. Et puis, il y avait cette fierté de travailler sur ce monument. Et puis, ce respect du caractère cultuel du monument. Et ça, c'est une des belles choses qu'on a vécues pendant toutes ces années. C'est cet engagement et cette unité de tous, quelles que soient les croyances. Voilà, pour Philippe Jost, président de Rebâtir Notre-Dame de Paris. Il y a encore des collègues de fond. Les donateurs sont appelés à continuer à donner leur bol pour rénover Notre-Dame de Paris. Comment vous expliquez ce pouvoir d'attraction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Michel Onfray ? Parce que les gens aiment leur patrimoine, ils aiment leur culture, y compris les petites églises de campagne. Il n'y a pas que l'incendie de Notre-Dame de Paris. D'ailleurs, je dois dire qu'on ne sait toujours pas comment les choses se sont passées. On dit court-circuit, l'affaire est réglée. Et c'est quand même très étonnant. Court-circuit, enfin bon, pas rentrer dans le détail, mais habituellement, on peut avoir des enquêtes. C'est comme avec le Louvre, on nous a dit 30 secondes près, on pouvait choper les cambrioleurs. Bah oui, d'accord, mais à peu de choses près, il n'y avait pas l'incendie de la cathédrale de Paris. Et pourtant, il y a eu un film. Non, je ne sais plus de qui est ce film, mais un grand réalisateur. Et quand on voit ce film, on se dit quand même, il y avait des gens dont le métier consiste à regarder, à faire attention, à regarder. Il y avait des capteurs, il y a eu de la fumée, il y a eu des sirènes ou du bruit, ou une alarme tout du moins, et rien ne s'est passé. Et si vous mettez un mégot sur une poutre qui est une section de chaîne, je ne pense pas qu'un mégot suffise à enflammer une poutre, puis toutes les poutres, et puis la totalité de la charpente. Enfin bon, c'est toujours une question que je me pose. Habituellement, on est capable, quand il y a je ne sais pas combien de centaines de milliers d'hectares, peut-être pas de centaines de milliers, mais enfin des centaines d'hectares qui brûlent, on est capable de retrouver un mégot de quelqu'un qui a mis le feu avec un torchon imbibé, etc. On se dit, tiens, c'est drôle, on est capable de trouver des traces ici. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, les gens aiment leur patrimoine, et on n'a pas besoin de croire en Dieu pour estimer que toute église, tout calvaire, toute petite statue dans une église, tout ça procède de notre culture, du fond culturel, et qu'on est ému quand ça disparaît, quand ça tombe. On est ému quand une église, enfin moi je le suis, quand une église est vendue et que ça donne la possibilité, c'est le cas à Caen, c'était un ancien monastère, même si l'architecture n'était pas terrible, c'était du 19e siècle, mais enfin c'est une salle de sport aujourd'hui. Je sais bien que quand elle est désacralisée, normalement, c'est un bâtiment comme les autres. Mais peut-être on pourrait imaginer que leur destin soit différent, qu'il y ait quelque chose qui relève de la spiritualité, des œuvres d'art, par exemple, ou ce genre de choses. Moi, je ne suis pas du tout étonné par ça. Après, il y a le mouvement moutonnier. Je voyais l'autre jour, moi j'adore la Tour depuis très longtemps, mais quand on passe et qu'on voit cette exposition, la Tour, et puis des gens qui font la queue, là, parce qu'il faut aller voir l'expo, il faut en être, il faut l'avoir vu, il y a quelque chose d'un peu problématique, il y a quelque chose de moutonnier à l'idée de dire, je prends mon billet pour visiter Notre-Dame. On peut tout aussi bien ne pas prendre de billet, aller dans une église de campagne et avoir des émotions qui renvoient au sacré, à la prière, au goût de ce qui s'est fait dans cette église. Moi, l'église de mon village est toujours un endroit qui m'émeut. Je me dis, il y a 10 siècles, un peu moins, 8, d'histoire et de spiritualité. Mes parents se sont mariés, j'ai été mon baptême, etc. Enfin, il s'est passé des choses dans l'église. Et les Français, croyants ou pas croyants, tiennent à ce patrimoine. On parle aussi peut-être des vitraux. En ce moment, il y a toute une polémique autour des nouveaux vitraux contemporains qui sont créés par l'artiste Claire Tabouret. Le Grand Palais expose en ce moment les maquettes des 6 futurs vitraux. Elle a été sélectionnée, cette artiste, en 2024, après un appel à projet lancé par l'État et le diocèse de Paris. Et évidemment, ça fait polémique parce que les vitraux de Viollet-le-Duc n'avaient pas été endommagés par l'incendie. Une pétition des défenseurs du patrimoine, 30 000 signatures. Alors, elles sont, nos auditeurs ne les voient pas, mais les maquettes de ces nouveaux vitraux sont assez colorées. Il y a des personnages, ça représente chaque vitrail représente un verset de la Bible. Vous qui êtes un amoureux de l'art contemporain, peut-être allez-vous me dire que vous aimez ces nouveaux vitraux. Mais je pense que non.
D'abord, je pense que c'est un fait du prince. Le chef de l'État a décidé, contre les avis autorisés, c'est la même chose avec la tapisserie de Bayeux. Moi, j'ai signé aussi cette pétition parce qu'il n'y a pas de raison de déposer des vitraux qui n'ont pas été abîmés et qui n'ont pas besoin d'être restaurés. Ça vaut ce que ça vaut, c'est du Viollet-le-Duc, et Viollet-le-Duc, ben voilà, il fait partie de cette œuvre. Il faudrait d'ailleurs expliquer aux gens que la cathédrale, la cathédrale romane, il s'y ajoute du gothique, et puis qu'il s'y ajoute du néo-gothique du 19e siècle, enfin faire l'histoire de ce bâtiment. Mais là, d'un seul coup, on dit, ben non, on va pas déposer ces vitraux. Lui dit, si. Et je crois savoir que cet artiste est très ami du couple Macron. Alors évidemment, il y a des concours, mais on peut placer au concours, au jury du concours, des gens qui, etc. Il y a derrière tout ça aussi un grand patron français qui est collectionneur d'art contemporain et pour lequel, évidemment, on fait monter les cotes d'un seul coup. Parler de quelqu'un dont on n'en parlait pas beaucoup, de cette Madame Tabouret précédemment. Mais on en parlait dans les collections de peinture, etc. C'est kitschissime, ce qui nous est montré. C'est kitschissime. Donc vous n'aimez pas du tout. Écoutez, quand vous avez Soulage, qui a été capable de faire... Mais il n'est plus là, Soulage. Hein. Non, il n'est plus là, mais justement, il y a des marques. C'est bien de mettre en lumière les artistes contemporains aussi, non? Ça dépend lesquels. C'est l'esthétique de bande dessinée, si vous voulez. Donc il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin d'une grande d'accord, culture. moi je trouve ça beau. Non, mais vous avez le droit, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais je pense que c'est une esthétique de bande dessinée qui est toute simple et qui correspond bien à Emmanuel Macron, qui estime qu'on n'a pas besoin du patrimoine et que, globalement, il vaut mieux Hergé qu'un grand artiste du 19e siècle. Ça, vous savez, moi, la première fois que je suis allé au Vatican, au musée du Vatican, ce qui m'a étonné, c'est la dégradation de la qualité de la collection au fur et à mesure qu'on avançait dans le XXe siècle. Quand le sacré n'est plus là, il n'y a plus d'art. Ça ne marche pas. C'est-à-dire vous êtes obligé de faire autre chose et autrement. Soulage, qui était l'homme de l'outre noir, comme il disait, c'est-à-dire d'un noir magnifique. On n'a pas le temps de faire un éloge de Soulage, mais je serais preneur. Moi, j'aimais beaucoup. Je l'aime toujours beaucoup. J'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. Mais il a travaillé sur la question de la lumière, en estimant que le problème de la religion, c'était pas tant Jésus, Marie-Joseph figurés avec des vêtements d'époque ou quelque chose dans ce goût-là. Non, que c'était toujours une religion solaire, la religion du christianisme. D'ailleurs, dans le temps, le prêtre, quand je dis dans le temps, c'était avant Vatican II, le prêtre se tournait vers l'Orient, le dos tourné à l'Assemblée, et il était l'intercesseur entre la lumière, je suis la vérité, le logos, la vérité et la vie, etc. C'était la lumière. Et le prêtre captait cette lumière et la donnait à son public. Et quand Soulage fait ce qu'il fait, eh bien, évidemment, on n'est pas dans la figuration, mais il travaille la lumière. Et c'est ça qu'on peut dire quand on est un artiste du XXe siècle. Quand on est un artiste du XXe siècle, du XXIe, eh ben, on a des petites histoires, des petites vignettes qui nous sont proposées pour faire des vitraux en disant mettez-moi Viollet-le-Duc au rebut et puis installez-moi cette... Il faut que les monuments vivent, il faut que oui, mais on a l'art des grands artistes, on n'est pas obligé non plus d'aller chercher Buren une dernière fois pour ça, mais il y a des artistes contemporains, plein d'artistes contemporains qui étaient susceptibles de faire autre chose que cette guimauve, quoi. Bon. Donc vous êtes vraiment traditionnaliste là-dessus. Hein. Ah mais si vous voulez, moi je l'assume, mais j'ai eu la même sensation quand j'ai vu les vêtements de Port-en-Part. Moi j'ai adoré. Ben oui. Et le mobilier urbain, le mobilier, liturgique, pardon. Non, liturgique, c'était assimilable du mobilier urbain, parce qu'il y a, justement, vous savez, il y avait cet hôtel qui travaillait pour être en déséquilibre. Je trouve ça magnifique. Si on veut montrer que on n'est pas très sûr de Dieu, on n'est pas très sûr du sacré, on n'est pas très sûr qui monte vers le ciel. Pas du tout. Vous appuyez un peu. Puis, nous ne sommes pas d'accord. C'est branlant. Non, il fallait quelque chose de massif. Et puis, moi, je ne suis pas architecte, je ne suis pas décorateur, je ne suis pas artiste, mais je vois bien ce que j'aurais pu faire pour montrer la puissance de l'Église. Là, c'est pas la puissance de l'Église. Puis on avait vraiment des... Bon. On n'est pas d'accord là-dessus, on en a déjà débattu. Mon cher Michel, en tout cas, Notre-Dame de Paris, c'est une merveille. Et il y a des millions de visiteurs qui y vont. Allez-y, si vous avez l'occasion. Et allez dans les petites églises de campagne. Et allez dans les petits musées ou les musées provinciaux, comme on dit. Et il y a toujours dans les préfectures, bien sûr, vous avez des chefs-d'œuvre. Il n'y a pas que le Louvre dans la vie. Non. Il n'y a pas que Paris. Vous avez raison, il n'y a pas que Paris. Oui. Il y a toute la province. La province. Petite pause d'en face à Michel Onfray. On se retrouve dans un instant sur CNews et Europe 1.
On se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, la semaine dernière, on évoquait déjà la colère toujours très présente des agriculteurs et des éleveurs frappés par la dermatose qui conduit à l'abattage de troupeaux entiers. Plusieurs syndicats ont entamé des mobilisations. Cette semaine, la ministre de l'Agriculture a inauguré les conférences de la souveraineté alimentaire depuis le marché de Rungis avec une phrase choc. La guerre agricole se prépare. On écoute Annie Genevard. Chers amis, si nous sommes réunis ici, c'est que la guerre agricole se prépare. Aussi abrupte que puisse paraître cette entrée en matière, qu'on ne s'y trompe pas. Je ne viens pas convoquer ici de grands mots pour envelopper de modestes inquiétudes, ni de dramatiser une réalité plus douce dans les faits qu'on ne le prétend en discours. Non, c'est l'observation lucide du monde et des rapports entre nations qui imposent ce constat implacable. La guerre agricole menace chaque jour un peu plus. Il est temps d'agir. Voilà pour la ministre de l'Agriculture. Comment vous comprenez le mot guerre, en fait ? Bon, tout ça est honteux, je trouve. Oui, il y a une guerre depuis très longtemps et les paysans payent cher cette guerre. Elle n'est pas en train de menacer, elle est déjà là. Il y a des paysans qui se pendent tous les jours, tous les 2 jours. Ce sont des gens qui travaillent sérieusement, qui sont braves, qui sont sérieux et qui ne gagnent rien du tout en fin d'année, qui ne prennent jamais de vacances, qui ne prennent jamais de week-end. Et pendant ce temps-là, tous ces gens défendent, madame la ministre de l'Agriculture, il défend une idéologie qui est une idéologie mondialiste et qui met en péril la paysannerie française, puisque aujourd'hui, vous avez des œufs qui viennent d'Ukraine, vous avez les produits du Mercosur qui vont venir. Évidemment, on a eu Macron qui, à une époque, dit « Comptez sur moi, jamais tout ça ne passera ». Mais moi, j'ai dit « Ça passera ». Évidemment que ça passera, c'est Bruxelles qui fait la loi. Donc depuis que Bruxelles fait la loi, on détruit notre agriculture française. On détruit donc nos agriculteurs. Les agriculteurs, ça veut dire aussi les femmes et les maris, et ça veut dire aussi les enfants, et ça veut dire les grands-parents, ça veut dire la terre. C'est autre chose que... C'est pas du verbe, l'agriculture. Ce sont des gens, ce sont des terres, ce sont des patrimoines, ce sont des paysages. C'est tout ça qui se trouve détruit. Alors là, elle est devant des poireaux, des pommes de terre. On a l'impression d'être au festival de... Elle parle d'une guerre. Oui, elle lit un texte qu'elle n'a pas écrit. Enfin, elle a peut-être même écrit, mais ça m'étonnerait. Mais ce qui ne serait pas honteux. Ils ont autre chose à faire que d'écrire leur discours. Mais on a l'impression que le type s'est fait plaisir en écrivant ce genre de choses. Et donc, la guerre ceci, la guerre cela. C'est-à-dire qu'on joue avec ce mot-là qui est quand même problématique. Il y avait la guerre avec le Covid, il y a la guerre avec l'agriculture, puis il y a aussi accessoirement la guerre avec les Russes, la guerre avec l'Ukraine, puis cette guerre qui devrait pouvoir permettre à des enfants, nos enfants, d'aller au front. Quel front ? Pour défendre quelle France et quels intérêts français. Les intérêts français des paysans, c'est pas compliqué à défendre. C'est juste de dire, il n'y a pas de raison que l'agriculture ukrainienne, par exemple, puisse inonder le marché français parce qu'elle est produite dans des conditions qui ne sont pas celles de l'Europe. Donc il faut protéger les agriculteurs. On n'a pas besoin de dire la guerre menace, il va falloir faire des choses. Mais non, ça fait des années qu'il faudrait faire des choses. Et pas seulement en distribuant de l'argent, comme à l'époque de Chirac. C'est-à-dire les paysans, ils ont leur dignité. Vous savez, c'est pas quand vous leur dites mettez votre terre en jachère, on va vous donner de l'argent. Ils veulent travailler. Et pareil, là, on leur dit abattez tous vos troupeaux. Ils disent non. Il suffit de le mettre en quarantaine mais absolument, voilà, pas de problème. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est-à-dire que avec cet ami qui m'avait éclairé, à qui j'avais demandé des éclaircissements ou un éclairage, un ami vétérinaire qui m'a expliqué de fait qu'on pouvait mettre à part des vaches qui sont contaminées et qu'elles se guérissaient naturellement. Et que s'il n'y avait pas de proximité entre ces vaches qu'on pouvait mettre à l'écart et le troupeau, il n'y aurait pas de contamination. Que cette contamination, en plus de ça, elle ne permet pas, c'est pas une zoonose, c'est-à-dire que si vous mangez cette viande, vous n'allez pas être malade. Il ne s'agit pas de manger cette viande non plus. Ça reste entre animaux. Mais voilà, donc il y a d'autres possibilités que d'abattre les troupeaux d'une part. D'abord, ça détruit le courage des paysans. On détruit un patrimoine. Des fois, vous héritez d'un troupeau qui a été fabriqué par le père, par le grand-père, etc. Même si, évidemment, ils sont obligés de partir à l'abattoir. Mais c'est une façon méprisante de considérer les paysans. On n'achète pas les gens en disant, voilà un chèque, et puis on va abattre votre troupeau. Et là, on n'entend pas les écologistes. Rien du tout. C'est-à-dire qu'on fait une espèce d'hécatombe d'animaux. Il n'y a pas un seul écologiste pour dire, mais attendez, il y a une autre possibilité, c'est pas aussi terrible que ça. C'est pas une peste qui serait une peste bovine qui se transmettrait à l'homme et qui ferait des milliers de morts. On n'en est pas du tout dans cette configuration-là. Mais là, c'est du vent comme d'habitude, mais c'est le macronisme. C'est 10 années de grands discours, de grands mots et de mépris des gens qui travaillent, les paysans en tête.
Autre sujet qui vous met en colère, mon cher Michel Onfray, c'est l'hypothèse émise par le Rassemblement national de réouvrir les maisons closes. Il y a une proposition de loi qui est en préparation pour à nouveau autoriser ces lieux de prostitution qui ont été fermés il y a 80 ans après la loi Marthe-Richard. Jean-Philippe Tanguy souhaite des lieux tenus par les prostituées elles-mêmes en mode coopératif. C'est ce qu'il dit, pour lutter contre leur marginalité et les conditions atroces parfois dans lesquelles elles exercent. Pourquoi est-ce que ça vous met en colère, Michel ? Parce que je suis contre la marchandisation du corps des femmes. Voilà, ça me paraît extrêmement simple. Alors si en plus de ça, il faut faire semblant de tenir des discours de gauche en disant les prostituées, l'autogestion, la coopérative, moi je veux bien que le Rassemblement national s'empare de ces questions de coopération, d'autogestion, de mutualisation. Ça, je suis tout à fait pour ça. Moi, je défends ça depuis des années, le socialisme girondin, et qu'on les voit sur la défense de la coopérative, mais pour autre chose que pour ça. Alors je veux bien qu'il y ait des femmes qui aient plaisir à avoir 10 types dans la journée et puis avoir des relations sexuelles tarifées. Si ça peut exister, ça existe avec le consentement des femmes. Mais je ne suis pas sûr que toutes les femmes qui soient dans cette situation-là le désirent. Combien ? Oui. Je pense même que la plupart prendraient volontiers un métier qui leur permettrait de conserver leur dignité. Je suis contre la gestation pour autrui pour les mêmes raisons. Je ne suis pas pour la location des utérus. Et les utérus, c'est pas fait pour y mettre des enfants que d'autres achètent, et pour qu'on fasse des enfants vendus, pour faire du trafic de chair humaine, et ils ne sont pas faits non plus pour des sexualités mercenaires. Après, que des gens aient envie de sexualité mercenaire avec les réseaux sociaux, c'est leur affaire. Il y a aujourd'hui la possibilité, avec un certain nombre de sites, d'entrer en relation avec des gens, y compris en payant, je crois. Enfin, je ne suis pas un abonné de ces choses-là, mais je ne suis pas de ceux qui pensent que la prostitution, ça doit pouvoir être éradiqué comme ça d'un coup de baguette magique non plus. Mais ça doit pouvoir, j'aimerais que ça puisse l'être, mais ça doit pouvoir être resté à l'intime, hélas, pour ceux qui disent, bon, après tout, c'est contractuel, mais je pense qu'une femme qui a des relations sexuelles tarifées, j'entends bien, eh bien, c'est parce qu'elle a besoin d'argent et qu'elle préfère éventuellement ce genre d'entrée d'argent plutôt que de travailler dans un supermarché. Après, ça reste du domaine du privé si les gens le veulent, mais des bordels d'État, enfin quand même. Pour éviter parfois des endroits abominables comme le Bois de Boulogne où elles sont dans des conditions Oui, mais travaillons sur la question de la misère sexuelle. C'est une misère sexuelle. Moi, le Bois de Boulogne, je le traverse en taxi de temps en temps quand j'ai une course à faire, enfin quand je vais, je sais pas quoi, faire une conférence, rencontrer des gens, et j'ai honte pour tout le monde, aussi bien les femmes qui se prostituent que les clients. Et peut-être qu'on peut avoir comme un autre horizon qu'un horizon autogestionnaire de travailleuses du sexe qui pourrait, etc. quoi. Mais je savais que ce sujet vous énervait beaucoup et que vous vouliez en parler dans cette émission. On est dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Un petit mot maintenant de la situation à l'international. Donald Trump, cette semaine, a accordé un entretien à Politico, un site de presse américain. Il a dit tout le mal qu'il pensait des politiques migratoires en Europe. Écoutez, il dit ne plus reconnaître certaines grandes capitales européennes. L'Europe est un endroit différent. Si elle continue sur cette voie, l'Europe ne sera plus pareille et nombre de ces pays ne seront plus viables. Leur politique migratoire est un désastre. Ce qu'ils font en matière d'immigration est un désastre. Nous aurions pu connaître le même désastre ici, mais j'ai réussi à tout stopper. Si vous regardez Paris, c'est un endroit bien différent. J'adore Paris, mais ce n'est plus le Paris que j'ai connu. Si vous observez Londres, ils ont un maire nommé Khan. C'est un maire horrible. Il est vicieux et dégoûtant. Il est terrible. Londres n'est plus ce qu'elle était. La plupart des nations européennes se délabrent. Elles se délabrent. Je pense qu'ils sont faibles. Et je pense qu'ils veulent tellement être politiquement corrects qu'ils ne savent juste pas quoi faire. Ils veulent tellement être politiquement corrects que ça les affaiblit. Voilà, pour Donald Trump, alors il y a les excès de langage, mais il y a le constat. Il dit, voilà, il ne reconnaît plus certaines grandes capitales européennes en raison des flux migratoires. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Onfray ? Bon, d'abord, il faut laisser de côté les insultes personnelles, les attaques ad hominem. C'est insupportable de parler comme ça d'adversaires politiques. Laissons ça de côté. Enfin, laissons ça de côté. Ne prenons pas ça en considération parce que de toute façon, c'est condamnable, point à la ligne. Par ailleurs, les grandes puissances pensent en termes civilisationnels. Ça paraît normal. Si vous avez de l'argent, de la puissance, eh bien, votre problème, c'est l'impérialisme, c'est pas le nationalisme. Vous avez envie d'être partout. Lui, Trump, quand il arrive au pouvoir, il dit le Groenland m'intéresse, le Canada m'intéresse, le canal de Panama m'intéresse, et puis plein d'autres endroits m'intéressent. Le Venezuela m'intéresse aussi. Enfin, on va voir avec la suite. Donc, ça me paraît normal que
vous ayez des chefs d'État civilisationnels quand vous avez des grandes puissances. Les mollahs de l'Iran, Erdogan en Turquie, Poutine en Russie, lui aux États-Unis, Modi en Inde, par exemple, qui sont des gens qui veulent fabriquer des puissances planétaires. La Chine, évidemment, j'ai oublié la Chine, mais Xi Jinping, il est dans cette logique-là. C'est lui le plus malin. Lui, il n'y a pas de grossièreté, il n'y a pas de vulgarité, il n'y a pas non plus de grandes démonstrations, il n'y a pas des effets de grande gueule. On sait juste qu'à un moment donné, paf, il balance une information en disant « nous sommes capables de fabriquer des utérus artificiels et nous fabriquons des enfants aujourd'hui dont le pilotage est conduit par des intelligences artificielles ». Juste comme ça. Paf. Ouais. Et puis après, il dit voilà, on a créé notre intelligence artificielle. Toutes les intelligences artificielles des États-Unis qui sont cotées en bourse s'effondrent parce que juste la Chine dit nous on sort ça. Et je vous assure qu'ils vont nous sortir beaucoup d'autres choses le temps venu. Donc il devrait se méfier Trump avec la Chine. Et le problème, il est plutôt là. Il le sait, je pense. Mais les problèmes civilisationnels, il a raison. En Europe, nous n'avons pas de propositions civilisationnelles. Vous avez sur le terrain politique 2 hommes politiques qui ont des propositions civilisationnelles. C'est Zemmour et c'est Mélenchon. Zemmour qui estime que la créolisation n'est pas acceptable et qu'il faut que le grand remplacement, lui dit grand remplacement. Et de l'autre côté, ce fameux grand remplacement, Mélenchon dit que ça s'appelle la créolisation et moi je suis pour. Ça, ce sont 2 projets de civilisation. L'Europe n'a pas de projet de civilisation, on va faire un grand marché, c'est tout, pour un jour rendre possible le gouvernement planétaire, et ils sont dans ce genre de logique-là. Donc ça bricole avec l'Ukraine, ça bricole avec Lettonie, Estonie, Lituanie, mais il n'y a pas de projet civilisationnel. Ou alors un projet civilisationnel qui consiste, c'est l'Europe qui paye, à nous dire que la liberté, c'est pour les femmes de porter des voiles, enfin on voit bien qu'il y a une idéologie. Et dans ce qu'il dit, qui est souvent outrancier, il y a des vérités, il y a des mouvements civilisationnels, et je parle souvent de Pierre Chaunu, qu'on devrait beaucoup plus lire qu'on ne le lit, c'est-à-dire qu'on devrait lire, parce qu'on ne le lit plus, mais qui a écrit sur la démographie des choses extrêmement intéressantes. Il dit, ben voilà, vous avez des taux de démographie, et ben de 20 ans plus tard, le pays va ressembler à ça. Donc celui-ci va s'effondrer, celui-là va être en pleine puissance. Regardez la démographie américaine, la démographie chinoise, et puis regardez la démographie des pays très hédonistes et égocentrés d'Europe, où chacun ne veut plus faire d'enfants. Si on en fait, c'est juste un et guère plus. Et il suffit juste de tirer un trait et puis de dire, dans 20 ou 30 ans, la démographie nous dit ce qui va se passer. C'est pas... Donc c'est une civilisation qui en remplacerait une autre pour absolument, vous, Michel Onfray ? Oui. Que produit, il le dit d'ailleurs ailleurs, mais que produit la civilisation européenne ? On parlait tout à l'heure de cette jeune femme, je ne sais pas si elle est jeune, je pense que oui, mais de cette artiste qui produit des œuvres d'art qui vont se trouver dans Notre-Dame de Paris et qui nous fait des vitraux qui sont dans l'esprit de ce qu'on appelle les nabis, si vous voulez, c'est-à-dire autour des années 20-30 du siècle dernier. On ne produit plus. On pourrait. Si on avait un chef d'État digne de ce nom, il pourrait faire ce que Louis XIV faisait en son temps, désigner des gens. Des Corneille, des Racine, des Molière, des La Fontaine et quelques autres. Mais en disant, je crois à... Ce qu'a fait Pompidou, quand il croyait à Vasarely, quand il croyait à Georges Mathieu et à quelques autres artistes de cette époque-là. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'un chef d'État impose une vision esthétique, comme Napoléon a pu le faire. Mitterrand, la grande pyramide du Louvre. Oui, c'était pas très lisible. Lui, c'était moi je décide. Mais où est la lisibilité de paye ici, de la Grande Arche c'est pas très clair. Ça n'a pas été très raconté non plus. Alors tout ça est très ésotérique. Ça, c'était un Mitterrand qui se faisait plaisir avec sa maîtresse qui, elle, était très cultivée. Moi, je dis maîtresse, le mot n'est pas très joli. Sa seconde compagne. Et qui, parce qu'elle est très cultivée. Et c'était un plaisir qu'il se faisait à deux. Mais tout ça ne relève pas d'un projet national. On se fait plaisir avec une bibliothèque nationale, on se fait plaisir avec la pyramide de paye, on se fait plaisir, etc. Bon, pourquoi pas. Ça a donné des médicaments, des bâtiments qui ont mal vieilli d'ailleurs. Qui nécessitent beaucoup d'entretien. Alors ça, je ne parle même pas de ça. Parce que de fait, quand vous avez le nouvel opéra de Paris, quelques temps plus tard, ça commence à tomber en morceaux. Plusieurs centaines de millions d'euros de rénovation. Vous vous rendez compte. Et rien pour les petits conservatoires de absolument. région. Mais ce sont toujours les mêmes architectes qui font le tour. Il y en a 4 ou 5 et on sait lesquels. Je ne vais pas donner les noms. Mais il y avait la possibilité de faire les choses autrement. Il y a toujours la possibilité de faire les choses autrement. On est sur CNews et sur Europe 1 avec Michel Onfray. Michel, allez, un petit clin d'œil avant la fin de notre émission. Le prix d'humour politique a été décerné cette semaine par le Presse Club de France. Il y avait de nombreux lauréats. 9 ont été récompensés, mais c'est le sénateur indépendant Claude Malhuret qui l'a emporté cette année avec une saillie prononcée au Sénat sur la gauche, passée de laïcarde à adoratrice des imams. Écoutez-le. L'extrême gauche guette l'étincelle qui mettra le feu aux poudres.
Après avoir bloqué l'Assemblée pendant 3 ans, la secte a vu surgir un mouvement dont le nom comblait ses désirs les plus fous, bloquons tout. En martelant sur toutes les tribunes que toute mesure d'économie provoquera la famine, le déluge et les sauterelles, LFI a tenté de récupérer une ébullition improvisée. Une fois de plus, heureusement, elle a échoué à la transformer en insurrection. En définitive, pauvre extrême gauche, dont le bilan se résumera en définitive à une seule chose, un siècle à bouffer du curé pour finir par lécher les bottes des mollahs. L'image est parlante, en tout cas le son, la punchline l'est. Michel Onfray, ça vous fait rire, et c'est d'ailleurs le prix de l'humour, donc ça tombe bien. Non, mais d'abord, il est très bon. Oui. La plupart du temps, c'est très écrit. Et c'est plein de références. Les sauterelles, enfin, etc. L'étincelle, l'étincelle qui met le feu à la plaine, c'est l'Iskra, ça renvoie au journal bolchevique. Les sauterelles renvoient au malheur annoncé dans l'Ancien Testament, etc. Donc c'est très drôle, c'est très intelligent, c'est très malin, c'est très bien écrit, et c'est très bien. Je trouve qu'effectivement, il a l'art de cet aphorisme, de cette sagesse par aphorisme, bouffer du curé pendant un siècle et lécher des babouches ou lécher des bottes, des mollahs. Chaussures, des bottes, des mollahs. C'est excellent parce que tout est dit. Et tout est tellement dit qu'on voit bien la mine déconfite de Le Cornu. Il trouve pas ça drôle parce qu'il se dit, mince, il marque des points améliorés parce qu'il dit des choses justes, intelligentes, c'est vrai, et il le dit de manière drôle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Oui. Il y a eu une grande tradition d'orateurs aux assemblées, à l'Assemblée nationale ou le Sénat, où il y avait des tribuns. Alors bon, il lit un texte, c'est bien, parce que il écrit ses textes, et enfin, oui, je pense qu'il écrit ses textes, et c'est pas la première fois qu'il est très emballant. Quand il lit des choses, on l'écoute, on se dit, il est drôle, il est malin, c'est intelligent, etc. Donc ça, c'est bien. Mais c'est vrai que les orateurs à une époque, c'était, il n'y avait pas de micro, on arrivait à la tribune, il n'y avait pas de notes, et on y allait, quoi. Et puis, on avait les formules, et on les inventait, etc. Mais c'était une époque... Pardon ? Oui, parce qu'on apprenait l'éloquence. Quintilien avait écrit un art oratoire qui a servi pendant des siècles dans les lycées, où on apprenait aux enfants, aux étudiants, enfin aux jeunes, quoi, à construire des raisonnements, à construire des analyses, à produire un discours bien fait en disant on commence, on analyse, on développe, on reprend. On a ce qu'on appelle des punchlines aujourd'hui, c'est-à-dire des phrases qui permettent des accroches et qu'on retiendra. Donc il y avait des gens qui savaient faire ce genre de choses. Un certain François Mitterrand de sa jeune époque, sur la fin, ça a commencé tôt, sa fin, mais je veux dire, quand il était dans l'opposition, il avait ce talent-là. D'orateur. D'orateur, oui. C'est bizarre d'ailleurs comment le pouvoir a éteint ce pouvoir qu'il avait. Dans l'opposition, bon, il y a eu la maladie, il a été très vite et très tôt malade. Bien sûr. Et De Gaulle n'a pas perdu son talent oratoire. Écoutez, le général, il y a un truc... Pendant toutes sont pas mais lui, il y a un truc incroyable. J'ai découvert la même chose pour Camus. Il y a peu de choses de Camus. Vous savez, quand on cherche les choses enregistrées, enfin, la voix de Camus, eh bien, sa fille m'a dit un jour que tout était écrit et appris. Ah, c'est marrant. Ils n'étaient pas improvisés. Ils n'étaient pas doués, il était tétanisé par l'improvisation. Et le général de Gaulle, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il avait une mémoire comme le roi Charles III. Il est capable d'apprendre un discours en japonais et de le dire en japonais en apprenant par cœur sans comprendre le japonais. Donc vous avez des intelligences tout à fait particulières. Et c'était le cas du général de Gaulle qui écrivait, qui savait très bien ce qu'il allait dire. Alors parfois, dans les conférences de presse... Oui, il y avait des saillies au débeauté. Oui, sur les questions. Oui. Alors je dis, mais comment il fait ? Il prend aucune note, etc. Alors, vous m'avez posé la question de... Puis en fait, les questions n'ont pas été posées. Donc il avait juste prévu de dire ce qu'il avait à dire. Il fait semblant d'écouter ce qui a été dit. Vaguement, au passage, il répond aux questions. Il était très bon. Donc, Allez, Michel Onfray, l'heure du point philo qu'aiment tant nos téléspectateurs et nos auditeurs. Alors là, vous avez choisi Jean-Paul Sartre, que vous n'épargnez pas en général. Son livre « L'existentialisme est un humanisme ». Vous dites qu'il a exercé un magistère idéologique sur le XXe siècle avec cette notion-là, qui est une notion qui est aujourd'hui la base du wokisme, c'est ça ? Oui, c'est ça. On a eu l'occasion de parler de Rousseau et du discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, avec un Rousseau qui nous dit que l'homme est naturellement bon. Donc vous avez les chrétiens qui, eux, disent l'homme est naturellement mauvais, c'est le péché originel. Et puis vous avez un Rousseau qui arrive et qui dit non, l'homme est naturellement bon, etc. Et Sartre nous dit l'homme est naturellement rien. Ça n'existe pas, l'homme. C'est-à-dire qu'il est ce qu'il fait.
et rien d'autre. Et il prend l'exemple d'un coupe-papier. Alors le coupe-papier, la jeune génération qui nous écoute ne sait pas forcément ce que c'est, mais à une époque, les feuilles qui font toujours le même format, elles étaient pliées pour faire des livres en 4, en 8, d'où les in quarto, in octavo, etc. Et quand tout était relié, il fallait couper les pages. Ou ouvrir les lettres avec le coupe-papier. Et Sartre nous dit, le coupe-papier, son naissance précède son existence. C'est-à-dire que le coupe-papier, il est fait, comme son nom l'indique, pour couper le papier. Ma montre, elle est faite, elle a été fabriquée par des gens qui un jour ont dit c'est un truc qui va donner l'heure. Aujourd'hui, elle fait beaucoup plus que ça. Les nouvelles montres font beaucoup plus que ça. Oui. Et donc lui, il dit, Sartre dit, en ce qui concerne l'homme, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire il n'y a pas d'essence humaine, ça n'existe pas. Donc c'est votre existence qui va faire que vous allez être ce que vous êtes et rien d'autre. Vous êtes votre projet. Il dit, nous sommes condamnés à être libres. Donc il pose la liberté en disant, quoi qu'il arrive, vous êtes handicapé, vous êtes jeune, vous êtes vieux, vous êtes dans une famille où tout ça ne compte pour rien. Vous avez la liberté, et la liberté, elle est absolue. Vous n'avez pas le choix de ne pas choisir. Donc même quand vous ne choisissez pas, c'est encore un choix. Et il dit, vous allez pouvoir donc construire votre existence, et il y a 2 concepts chez lui qui sont des grossièretés, mais enfin qui sont devenus des concepts chez lui, le lâche et le salaud. Et il dit, le salaud, c'est celui qui cherche une occasion, le personnage inauthentique, de justifier un choix qu'il n'a pas fait alors qu'il aurait pu le faire. Il dit par exemple, je m'engagerais bien dans la résistance, mais j'ai une vieille mère qui est à la maison, si je m'engage dans la résistance, je ne vais pas occuper de ma mère, donc je n'ai pas été résistant pour cette raison-là. J'ouvre une parenthèse pour dire que Sartre, qui n'a pas été du tout résistant et qui a même franchement collaboré en écrivant dans Comédia, un journal collaborationniste, 3 fois, y compris en 1944, et Simone de Beauvoir, qui a travaillé à une radio vichiste à Paris, étaient des gens qui n'ont pas beaucoup résisté. Et là, en 1946, date de cette conférence, l'existentialisme est un humanisme, c'est une conférence, il est en train de faire la théorie de l'engagement. Et Jean Kelevitch, qui était très drôle, il disait il s'est engagé à s'engager, mais il s'est guère engagé véritablement. Ce qui veut dire que quand on est ce qu'on est, c'est parce qu'on a fabriqué sa propre existence. Elle n'était pas donnée. Donc je suis ce que je fais de ce que les autres ont voulu faire de moi. Si vous avez des parents qui vous disent tu vas faire ça comme étude, tu vas te comporter comme ceci, tu vas croire en Dieu, tu vas voter à gauche, tu vas je sais pas quoi, eh bien, vous êtes non pas ce que vos parents ont fait de vous, mais ce que vous allez faire, vous, de ce que vos parents ont voulu faire de vous. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans les logiques d'aujourd'hui, du wokisme par exemple, ou de la déconstruction, un homme, ça n'existe pas. Une femme, ça n'existe pas. Si vous dites, mais moi, j'ai peut-être les attributs du masculin, parce que j'ai de la testostérone, parce que j'ai le matériel qui va avec, mais que je veux devenir une femme, je peux devenir une femme. Donc il n'y a pas de nature, c'est la négation de toute nature. D'accord. Il détestait la nature, Sartre, et il estime que tout est culture. Vous n'êtes qu'un projet culturel. Donc si vous avez décidé, vous, homme, de devenir femme, vous, femme, de devenir homme, et éventuellement, vous, homme ou femme, de devenir, je sais pas quoi, chien, ou autre chose, ou table, c'est pourquoi il y a chez Deleuze le devenir table, le devenir chien, le devenir objet ou ce genre de choses. Alors vous le pouvez. C'est pourquoi Simone de Beauvoir écrit Le deuxième sexe. À un moment donné, elle dit, Simone de Beauvoir, je voudrais un sujet, qu'est-ce que vous pourriez me proposer? C'est très drôle d'ailleurs, la patronne du féminisme qui demande à son chef ce qu'elle doit travailler comme sujet. Et lui, il dit, mais posez la question du qu'est-ce qu'une femme? Comment devient-on une femme? Est-ce qu'on est une femme ou est-ce qu'on le devient? Et ça devient, on ne naît pas femme, on le devient, qui est une façon d'ailleurs de faire un clin d'œil à Tertullien en disant on ne naît pas chrétien, on le devient. Et aujourd'hui, tous ceux qui nous disent mais effacez tout, vous faites une table rase, il n'y a pas de nature humaine, il n'y a que de la culture partout. J'allais dire du culturisme, mais je ne voudrais pas qu'on confonde avec les sport. Athlètes. Et donc, tous ces gens qui aujourd'hui nous disent il n'y a pas de nature humaine, c'est la gauche qui nous dit l'homme n'est pas naturellement mauvais. On retrouve Rousseau, il est même naturellement bon. Il suffit juste de changer la société qui, elle, est méchante et donc produit de la méchanceté. Bon, écoutez, c'est magnifique. On lit quand même Jean-Paul Sartre, alors, oui? On lit l'existentialisme est un humanisme? Oui, parce que c'est une conférence... À la lumière de ce que vous venez de nous dire. Oui, c'est une conférence facile à lire. C'est de l'oral qui a été mis à l'écrit. D'ailleurs, Sartre a estimé que c'était un peu léger par rapport à L'être et le néant, qui était un livre beaucoup plus dense et beaucoup plus important pour exprimer l'existentialisme. Mais oui, les élèves de terminale souffrent avec cette conférence, mais n'importe qui peut lire. Et c'est très intéressant parce que on l'entend raconter ça. Et d'ailleurs, Boris Vian a raconté dans l'Écume des jours, il l'appelait Jean-Sol Partre, et il a raconté cette conférence-là parce que c'était célèbre, les dames tombaient dans les vapes, tout le monde se poussait, on a hurlé. Alors je ne sais pas si vraiment cette conférence a eu lieu comme ça, mais enfin toujours est-il que Boris Vian, qui lui a aussi été présenté comme un existentialiste, en a fait un bel exercice littéraire. Mais c'est une date de naissance importante dans la philosophie, c'est du passé faisons table rase.
et il n'y aura que le présent, et le présent ne sera que ce que vous en ferez. Merci beaucoup Michel Onfray pour cette leçon de philosophie. J'en profite pour signaler à nos lecteurs et à nos téléspectateurs et auditeurs la sortie de Front Populaire. On en avait parlé la semaine dernière, Penser l'islam, l'autre civilisation. Ça y est, c'est en kiosque cette semaine. Puis il y a aussi le JD News, évidemment, que vous trouvez cette semaine avec Sarah Knafo, qui parle des médias publics. Il détourne votre argent, la charge de Sarah Knafo contre l'audiovisuel public. On y reviendra aussi la semaine prochaine. Merci à vous Michel Onfray. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve sur CNews et sur Europe 1.